Bienvenue à tous. Vous le savez sans doute, la passion de Bibliothèque Médicis, ce sont évidemment les livres et les auteurs pour ce qu'ils apportent à chacun de nous. Mais pas n'importe quel livre. Plus de 600 livres paraissent en janvier et peu parviennent vraiment au public. La France est sans doute le seul pays, peut-être en Europe, même avec les États-Unis, à connaître au moins 2 saisons littéraires par an. C'est une chance, mais en même temps, on peut se poser la question, n'est-ce pas trop? Tout ce qui est publié, ou presque, est prétendu roman. N'est-ce pas artificiel, n'est-ce pas illusoire ou même mensonger? Jean-Yves Thadier, merci d'être là. On peut dire que le roman a toute une histoire, on va en parler. Vous êtes une des figures majeures de l'enseignement et de la critique littéraire, on pourrait dire un mot sacré, mais le mot vous plaira peut-être pas. Biographe et éditeur de Proust dans la Pléiade, auteur de très nombreuses études sur Proust. En la matière, vous êtes une autorité reconnue, je n'en fais pas trop. Vous publiez chez Gallimard avec Blanche Cerchilini le roman d'hier à demain. Ça veut dire que c'est le roman qui a sa propre vie à travers les époques. Il s'agissait de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire du roman de 1800 à peu près à 2012. Et dans une première partie, écrite en 1990, je m'attachais à fournir une sorte de carte du roman d'Europe occidentale et des États-Unis. Bien entendu, il n'est pas question de parler de tous. Il s'agissait de Mais comment vous faites la sélection si vous ne parlez pas naturellement pas de tous? Je propose quelques concepts ou quelques grandes formes qui permettent de dégager les idées qu'on peut ensuite appliquer à tous les romans dont je ne parle pas. Par exemple, le rôle de l'ascension et la décadence du moi, ou bien encore le roman de la capitale, ou encore le roman de la pensée. Et à chaque fois, je propose une sorte de petite théorie ou de grande carte du roman à l'intérieur de ces idées. Et Blanche Cerchilini, pour les 20 dernières années, fait la même chose lorsqu'elle parle de l'autofiction, de l'écriture blanche et du roman du fait divers. Et au nom de quoi vous faites ça l'un et l'autre? Au nom... Comme dirait quelqu'un que je connais, d'où vous parlez? Ce serait une sorte de philosophie de la littérature. À la lecture des romans s'impose peu à peu quelques idées majeures, forcément. Et derrière l'histoire, c'est-à-dire que bien entendu, il ne s'agit jamais de raconter, parce que ça, c'est l'aspect absolument superficiel du roman. Ce qui d'ailleurs nous attire chez lui, c'est cela. Mais nous montons, nous essayons d'aller derrière ce qui est caché. Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui en 2013? Bien, nous vivons la même chose que toujours, je crois. Alors, Régis Debray dit nous sommes dans une phase de transition avec un peu de nostalgie. Est-ce que c'est ça? Non, non, absolument pas. Comme si on n'avait rien à dire. Je pose une sorte de postulat de méthode qu'il n'y a pas de décadence, que tout va toujours très bien et que nous ne sommes absolument pas juges de ce qui se passe autour de nous, comme d'ailleurs l'histoire du passé le montre. C'est très bien. Les romans, dites-vous, nous apprennent quelque chose sur le monde. Je vous cite, ils sont un réservoir d'exemples, d'expériences, de mise en pratique de savoir et de mythes. Et vous ajoutez de plus, le roman crée virtuellement d'autres vies que nous ne vivrons jamais. Il procure un plaisir inépuisable. Charles Dantzig, tous les romans ne laisseront pas de traces, bien évidemment. Quelques-uns arrivent à bouleverser de génération en génération, même si leur époque, comme le disait tout à l'heure Jean-Yves Thadier, même si leur époque ne s'est pas rendu compte de la place que la postérité leur donnerait un jour. Alors vous publiez chez Grasset à propos de chefs-d'œuvre qui plaît et qui fait débat pour ce qu'il contient et en même temps ce que vous êtes. Ne crée pas un chef-d'œuvre qui veut ou qui prétend vouloir. Non, bien entendu, mais même pour revenir à ce que vous disiez, je ne suis pas tout à fait sûr que qu'on ait besoin de la postérité. Je crois que les gens avec une espèce de timidité, peut-être, pensent qu'il faut qu'il y ait du recul, comme on dit, pour juger d'un chef-d'œuvre. Eh bien, ça me paraît laisser donner trop de chance à la mort. Nous sommes vivants et nous pouvons juger les livres. Nous nous trompons et les gens d'après nous se tromperont. Il y a eu combien d'erreurs, combien de gens qui... Pas tellement, vous savez. Pas tellement. Dans la philosophie, dans la littérature... La philosophie, je ne sais pas, mais dans la littérature...
sûr, par contemporain. exemple, je peux vous donner un exemple avec Joyce. Voilà, on a l'impression que Joyce, il a fallu attendre, Ulysse et même bien après pour qu'il soit très connu. Eh bien, par exemple, 5 ans avant même la publication de Ulysse, il y a un grand article de H.G. Wells, vous savez, l'auteur de science-fiction en Angleterre, pour dire nous avons affaire à un auteur majeur. Oui. Donc, Oui, mais pour la philosophie, Friedrich Nietzsche, il y avait des réactions un peu dispersées, comme vous dites, dans le monde. Mais c'est peu à peu qu'on a compris que sa philosophie allait bouleverser le monde des idées et peut-être même le monde en général. bien sûr, mais ça c'est une notion de quantité qui n'empêche pas que déjà un petit nombre de gens peuvent savoir que des livres ont de la valeur. Un chef-d'œuvre n'a pas de recette, dites-vous, naturellement. Non, je ne crois pas. Vous savez, il y a un exemple très simple, c'est le sonnet. Le sonnet, c'est la forme poétique la plus recensée. On sait très bien comment c'est fait. Bon, eh bien, comment se fait-il, pour prendre un exemple d'écrivain italien, qu'un écrivain italien qui est mort il n'y a pas si longtemps, qui s'appelait Zanzotto, a fait des sonnets toute sa vie, et tous plus ennuyeux les uns que les autres, alors qu'en appliquant exactement les mêmes règles de rhétorique, Pier Paolo Pasolini a fait des sonnets merveilleux. Ça n'est pas l'application d'une rhétorique. Il arrive qu'on réussisse un chef-d'œuvre en parlant de soi, Saint-Augustin, Montaigne, Pascal, Rousseau, Tocqueville, dans ses souvenirs, Chateaubriand, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de livres qui parlent ou qui se laissent aller ou qui font l'autoconfession. Hélène Cixous, merci de votre présence à la Bibliothèque Médicis, parce que vous voulez être rare à la télévision et vous êtes rare. Vous êtes un des auteurs français les plus connus, les plus influents dans les pays anglo-saxons et en France, vous avez une assez forte, une grande renommée. Vous publiez chez Galilée, qui est votre éditeur habituel, abstract et bref, chronique du temps, c'est-à-dire, et vous dites, premier chapitre, je suppose que les autres vont venir plus tard. Oui, ils viendront quand ils voudront, comme événement, puisque le livre qui se présente à l'intérieur de cet espace-temps indéfini qui est celui du temps de notre vie en écriture, arrive. Il arrive. Il arrive tout seul. On va le chercher. C'est toujours un événement. Alors, je crois qu'on l'attend. Moi, je l'attends. Ouais. Je les attends. C'est-à-dire que l'auteur l'attend. Je crois, oui. Enfin, l'auteur, le scribe, le destinataire est en attente. Et puis ça arrive. Le grand miracle, c'est que ça arrive. Dans la conclusion, vous remerciez Émilie Brontë, Ovid, Shakespeare, Stendhal et Marcel Proust. Qu'est-ce que vous devez à Proust? Énormément, pas seulement à Proust. Hein, ça, je suis comme tous les invités d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui lit sans arrêt. Donc Proust n'est absolument pas le seul. J'ai commencé d'ailleurs par me former en tant que joycienne, c'est une autre affaire. Donc ce sont des pôles. C'est ce qui n'avait pas échappé à Charles Dantzig. Proust, je dois reconnaître justement que j'ai été en dette avec lui pendant quelques décennies de ma jeunesse, parce que j'étais une lectrice qui prenait la littérature au sérieux. Je pensais que c'était la suite de la vie. Et j'avais une résistance socio-culturelle, éthique, à l'égard de ces décors. Je me disais toujours que moi, petite Cixous venant des Allemagnes et des Algéries, je ne serais pas rentrée dans les salons de Proust. Et vous y êtes entrée? Je suis rentrée dans les phrases, évidemment. Je me suis rendue à Proust. On ne peut pas ne pas se rendre à Proust. Et puis ensuite, on ne se quitte pas, bien sûr. Alors, écrire, vous dites que vous lisez tout le temps, ça c'est évident, comme la plupart des invités. Écrire, c'est ce que vous faites constamment, je crois que sur des petits carnets. Puis on envoie les preuves tout le temps. L'écrire s'impose à vous. Mais quelle est la nécessité d'écrire à ce point sur soi-même? Je n'écris pas sur soi-même. Donc j'écris sur eux, elles, moi, les moi, bien sûr, les innombrables moi, comme le font absolument tous ceux qui écrivent. Je veux dire que la source, les racines, c'est toujours moi en tant que cet étranger qui m'échappe, qui m'intéresse, qui me fait signe, qui me divise, que je ne peux pas ne pas vouloir suivre, qui me précède. Enfin, bon. Et tout est vrai? Tout est vrai, bien sûr. Entre la réalité et la fiction, il y a un pacte à la vie et à la mort. Et tout est vrai. Le responsable de tout ça, de l'ancien gros, c'est Proust? Un peu. Non, c'est intéressant parce que ayant eu l'immense bonheur de lire le livre de Hélène Cixous et ayant le plaisir d'avoir à ma gauche Charles Dantzig, ce qui est drôle, c'est que par rapport à ce que vous venez de dire
sur le fait qu'un chef-d'œuvre n'était pas forcé, était quelque chose dont on pouvait avoir la conscience immédiate. En vous lisant, j'ai immédiatement pensé que vous écriviez votre recherche du temps perdu. Cette structure en chapitre, le passage du prologue où vous parlez de l'apparition du livre, qui est un passage qu'on peut totalement mettre en parallèle avec la même chose chez Proust, on sent qu'on est à un moment dont, en tout cas, Proust est un des responsables. Mais il y a deux choses différentes dans votre question, Dr. Cavache. La première question, c'est est-ce que Proust est responsable de ce que nous en avons fait? Il en est partiellement responsable, il n'en est pas totalement responsable. C'est-à-dire le dandy, c'est-à-dire, au fond, celui qui a littéralement explosé le barrage de l'écriture de soi. Après, il y a une autre question, c'est est-ce que, qui rejoint ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est est-ce que c'est mal de parler de soi, en fait? Le problème, c'est que c'est pas mal de parler de soi. Toute œuvre est un autoportrait, donc de toute façon, c'est pas grave. Le vrai problème, c'est est-ce que parler de soi conduit à oublier de parler des autres? Et c'est la grande question de la fiction. Vous savez, je réfléchissais hier je faisais un petit apologue sur la fiction de soi. Et j'imaginais trois situations, trois expériences de pensée. La première, en 3 jours différents. Premier jour, on prend une charmante jeune fille, on la met au milieu d'une place publique, toute nue. Et là, toute nue, toute la journée. Évidemment, les gens vont commencer à être assez intéressés, si elle est très jolie. Et peut-être même certains vont lui sauter dessus. Donc, disons que son exposition aura donné lieu aura appelé, si vous voulez, à ce qu'il y a de plus, enfin, je ne veux pas être moraliste, mais disons la sexualité, dans ce qu'elle a d'animal. Ensuite, il y a une deuxième chose, qui est la fiction. Le deuxième jour, on met la même personne emmitouflée dans tout un tas de vêtements, ça va intéresser personne. Et la troisième chose, on la met dans des vêtements infriolants, magnifiquement taillés. C'est peut-être ça, au fond, l'apologue de l'écriture de soi. En cette année 2013, qui marque les 100 ans de la parution du côté de chez Swann, vous publiez, vous, et c'est pour ça que je vous ai invité, Donatien Gros, chez Grasset, Tout contre Sainte-Beuve. Évidemment, Sainte-Beuve, Proust, ils ne se sont pas rencontrés, mais vous pensez que Sainte-Beuve a obsédé Proust? Ça rejoint exactement la question que vous me posiez à l'instant, parce qu'au fond, en 1954, paraît un recueil de manuscrits qui s'appelle Contre Sainte-Beuve, qui a été extrêmement lu par la Nouvelle Critique, et dans lequel on a lu, au fond, la thèse de la dualité des mois, le moi social, le moi profond, qui aurait traversé toute l'œuvre de Proust. Et au titre même de cette thèse de Proust, le pauvre Sainte-Beuve, immense historien littéraire, immense auteur immense. Que vous annonciez pour le XXe siècle le retour de Proust, oui, mais Sainte-Beuve. Vous savez, je ne connais pas assez, mais Sainte-Beuve, hein? Oui, je pense qu'il ne faut pas... C'est-à-dire, Donatien Gros a raison, nous avons sûrement, par amour pour Proust, pris tous les partis pris de Proust, mais ce n'est pas parce que c'était des partis pris de Proust qu'ils étaient faux. Et Sainte-Beuve est sûrement un historien très intéressant, mais il avait un point de vue... Vous savez, les lundis de Sainte-Beuve, c'était exactement des lundis, c'est-à-dire il recevait, comme Bernard Franck disait ça, qui était l'écrivain et le critique que nous avons tant aimé, il disait, au fond, il tenait salon, il était jaloux des marquises, et il y avait le côté jaloux des marquises de Sainte-Beuve. Oui. Donatien Gros cite avec révérence votre travail, Jean-Yves Tadier, sur Proust, qu'il a apparemment inspiré. Il dit « L'étude de Jean-Yves Tadier, parue en 1971, il y a 40 ans, reste le livre de référence. Plutôt que d'emprunter des voies parallèles, Jean-Yves Tadier a posé immédiatement les questions fondamentales. Qu'est-ce que l'œuvre? Qu'est-ce que la fiction? Et quelle place son auteur y tient-il » Dans le portrait qu'il fait de Proust, et puis en même temps, il en fait une icône, et dans les rapports avec Sainte-Beuve, vous avez le sentiment qu'il est dans le vrai ou qu'il se trompe? Je crois que c'est assez vrai, mais c'est évidemment partiel, parce que Proust avait plusieurs maîtres. Il faut bien comprendre que les grands artistes, d'abord, se révèlent tard, et ensuite, ce sont les plus asservis à des maîtres. Et ils s'en libèrent ensuite. Les gens qui croient pouvoir écrire d'eux-mêmes et tout seuls se trompent lourdement. Et les maîtres de Proust et de Sainte-Beuve, les affinités entre les deux ont été montrées excellemment et brillamment dans le livre de Donatien, sans aucun doute. Le seul problème de Sainte-Beuve, c'est qu'on ne le lit plus. Donc, si on vous disait, oui, c'est Proust et Shakespeare, vous seriez encore plus content. Ou Saint-Simon, je dirais oui, mais Sainte-Beuve. Saint-Simon, oui. Mais pourquoi le débat Sainte-Beuve et Proust revêt-il pour vous une telle importance? Parce que si vous voulez, c'est le débat de toute une série, c'est le débat qui recouvre toute une série des plus grandes catégories de l'œuvre de Proust. On parlait du roman.
et de la question du roman. Il ne faut pas oublier que l'un des romans justement les plus influents du XIXe siècle, c'est Volupté, qui est paru en 1834, qui est le modèle du Lys dans la vallée, qui est le modèle de l'éducation sentimentale, qui est l'un des modèles de Baudelaire, qui a écrit un poème sur Volupté, et qui est le premier, en tout cas le plus influent, des romans autobiographiques. Donc, pas le premier évidemment, parce qu'avant il y avait eu Adolphe, parce qu'avant il y a toute une généalogie, mais en tout cas, Proust s'est confronté sans cesse au modèle de Sainte-Beuve, notamment dans l'exercice du roman, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est passionnant ce que dit Donatien Gros, et en même temps, ça n'est pas parce qu'un roman est influent qu'il est nécessairement très bon. Il vient à l'esprit l'exemple de Flaubert, pour qui le plus grand roman de la Terre était un roman en vers d'Edgar Quinet, que nous avons bien oublié et qui s'appelait Assuérus. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, mais quand on va trouver, en fait, il n'y a pas d'influence. On va rechercher dans un livre ce qui nous ressemble, je crois. Sainte-Beuve, écrivez-vous, avait désespéré d'être écrivain et s'était tourné vers le savoir. Proust, endossant le magistère de l'écrivain, avec grandeur et élégance, ouvrit la voie à une forme de connaissance qui dépasserait les faits, les tristes faits, et offrirait au moins au lecteur la possibilité de se dépasser soi-même. Bon, je vous écoute à Bibliothèque Médicis, Donatien Gros, car bien sorti de la rue d'Ulm, vous êtes passionné des arts, de peinture, de sculpture et évidemment de littérature. Et à 25 ans, je pense que vous symbolisez d'une certaine façon toute une génération, mais qui est encore pleine d'illusions, hein, et qui a envie de dévorer la vie. Bon, on continue et je suis heureux de vous interroger, Hélène Cixous. Dans une interview à Télérama, vous avez confié un jour qu'aujourd'hui la littérature est menacée d'exil, marginalisée par la marchandisation du livre. Et vous disiez, moi, je suis une habitante de la littérature dont je veux défendre la puissance et la nécessité. Elle n'est pas menacée aujourd'hui? La littérature, alors, aujourd'hui, elle l'est de manière beaucoup plus intense, disons, que la menace qui pesait sur elle, qui a toujours pesé sur elle. Je veux dire que les conditions de défense de la littérature en tant que digne de ce nom était déjà présente depuis que littérature existe. Je veux dire que Stendhal a dû faire front, Flaubert aussi. Enfin, il n'y a pas un seul auteur qui ne soit pas... Proust aussi, quoi qu'il ait eu la chance d'être, comme vous le disiez, on reconnaît aussi parfois assez rapidement celui qui sera ineffaçable. Mais en général, l'artiste en littérature, c'est celui qui travaille la matière littéraire, qui travaille la textualité, a fort à faire, et en particulier donc à notre époque où les forces d'écrasement, de libération aussi. Il y a les deux phénomènes, oui, mais qui se conjuguent. La libération a toujours été là. Alors je pense qu'on n'a jamais manqué de liberté, on a toujours manqué de l'espace dans lequel cette liberté peut ensuite s'exprimer. On a toujours eu affaire à la prison et à la liberté. Mais avec une marchandisation qui s'accroît, bien sûr, et qui s'accroît technologiquement, avec aussi, il faut le dire, une perte du primat de l'éducation, de la lecture, une diminution de la lecture. Il y a quelque chose... Vous le dites souvent, on lit moins, alors qu'on n'a jamais publié autant. Moi, je pense que ce sont toujours les mêmes qui lisent. C'est-à-dire que nous avons, mais le livre de poche a permis aussi de lire beaucoup plus, je suppose. Oui, mais le livre de poche permet aussi de lire n'importe quoi le plus vite possible. C'est très bien, hein, j'ai rien contre le livre de poche. Mais encore une fois, c'est un combat très ancien, avec des armes qui changent. En ce moment, les armes sont nucléaires contre ce qu'est justement, et ici il y a des spécialistes justement du texte, ce qui est une bénédiction, mais c'est rarissime, il faut le dire, ce qu'est vraiment ce qu'on appelle littérature. On utilise ce mot littérature, comme tous les mots que nous utilisons aujourd'hui, pour désigner ce qui n'est pas de la littérature et qui est au contraire sa caricature et sa mort. C'est un problème. Oui, je pense qu'il y a quelque chose que nous devons affronter maintenant qui est nouveau, en plus, qui est la dématérialisation de la littérature. C'est-à-dire qu'il y avait un objet qui est le livre, et la matérialité de la littérature est une chose importante. Et maintenant, je ne suis pas pessimiste et je ne veux pas dire que tout est perdu, mais enfin, les livres numériques, c'est une chose qui peut être dangereuse à cause de, tout d'un coup, sa dématérialisation. Un livre dans une bibliothèque est un objet qui pèse et qui compte. C'est un grand débat, un autre débat, on ne va pas le faire ici. Vous publiez, avec le titre « Abstract et brève chronique du temps », un premier chapitre d'un livre dont vous dites « Je ne l'écris pas ». On en a parlé un peu tout à l'heure. Le titre est un peu emprunté, beaucoup emprunté à Shakespeare dans Hamlet. Et le premier chapitre, l'os.
L'os est une formule et une particule verbale allemande. L'os, et qui a beaucoup de sens. Ah oui, c'est un mot sublime, c'est vraiment un mot de littérature. Oui. Alors, d'abord, 2 mots sur le titre général que j'ai gardé en me disant que certains allaient me dire mais qu'est-ce que c'est que cette langue qui n'est pas tout à fait française, mais justement c'est ça la littérature aussi, c'est que le français ne soit pas tout à fait français, mais qu'il s'étrange. Oui. C'est pour cela que vous utilisez plusieurs fois les langues sans traduire, oui. l'anglais, le latin, cette fois-ci, je me suis l'espagnol. autorisée à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire à parler plus d'une langue. Et à écrire plus d'une langue. Et à écrire plus d'une langue. Mais je pense que le monde lisant est capable de le faire. Et qu'on a un interdit aussi sur le plus d'une langue. Alors l'os, c'est séparé, détaché. D'abord, 2 mots sur Shakespeare, parce que je lui dois beaucoup. J'ai commencé par devoir à Shakespeare, avant de devoir à Joyce, à Proust. Ces quelques mots sont des mots admirables. Ils sont presque invisibles au tournant d'un monologue immense de Hamlet, dans l'acte 2, scène 2, qui raccompagne des comédiens et qui dit au public, justement, attention, il faut bien traiter les comédiens. C'est allégorique en même temps, c'est réel et allégorique. Pourquoi? Parce qu'ils sont les abstracts, les résumés, and brief chronicles of time. Ils sont les abstraits, les abstracts, et brèves chroniques du temps, les comédiens. Et puis, en passant, et là voilà un acte littéraire, quelqu'un qui a de l'oreille, dont le corps est éveillé en lisant, aura aperçu ce que Shakespeare a greffé, c'est-à-dire A, B, C. Ils sont l'ABC du temps. Les comédiens qui sont porteurs de textes. Et quel rapport avec vous, Hélène Cixous? Je pense que toute personne qui est en écriture est un peu un comédien, un acteur de l'écriture. Alors pour revenir à l'os. Détaché, l'os en allemand, j'ai fait de l'allemand détaché, oui. séparé. C'est un mot extraordinaire. Alors il y a une expression très courante qui scande ma vie quotidienne avec ma mère, qui est d'origine allemande. Qui a quand même quel âge maintenant? Elle est dans sa 103e année. Je touche du bois. Et vous êtes tout le temps avec elle, vous l'accompagnez, vous êtes inséparables. Oui. Et c'est une phrase comme ça que vous connaissez tous, j'en suis sûre, qui est was ist los. Qu'est-ce qui se passe? Was ist los, je traduis, was ist los. Mais was ist los, c'est très très beau, parce qu'en allemand, ça dit ceci. Was ist los? Los, c'est une pièce détachée, c'est ce qui est sans être. Quel est ce los? Los, c'est à la fois, ça peut être un suffixe, par exemple, à la fin d'un mot, ça veut dire sans. Hein. C'est aussi ce qui arrive, c'est l'événement. Un événement évidemment indéterminé. Et puis, alors la racine de l'eau, c'est une racine magnifique, je suis sûre là aussi que vous le savez, c'est la racine l'eau, c'est le lot, c'est le sort. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive en tant que sort, en tant que destin? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Mais les Allemands qu'on entendait même pendant la guerre qui disaient « Was los ?» Was ist los? Los, ça veut dire aussi ça ne voulait pas forcément dire tout ça. C'est aussi, c'est détaché. L'événement est détaché, c'est du détachement. Alors, vous parlez aussi beaucoup de la perte du monde. Tout vit hors de nous avec des guerres qui éclatent, qui disparaissent, et des guerres qui les remplacent. Et vous dites, j'ai marché sous 7 guerres, bientôt il y en a peut-être une 8e, à compter celle du Mali, enfilée comme de monstrueuses perles de poison sur le fil du siècle. Puis la perte de soi, avec l'horreur du sablier, la perte des autres. Et puis, je crois que l'expérience de la perte a commencé avec la mort de votre père, puisque vous avez confié que vous l'aviez perdu quand vous avez 10 ans. Oui. Oui, j'ai appris la mort à ce moment-là, sans avoir les moyens, les instruments intellectuels de la pensée, mais je pense que j'en ai tiré justement les faits littérature, c'est-à-dire que j'ai subi, souffert et joui de ce qui advient lorsqu'un événement brutal vous enlève le monde et vous êtes bien obligé, parce que c'est ainsi que ça se passe, de constater que ce qui a disparu revient, mais revient métamorphosé. Et ça, c'est le principe de la littérature, c'est que rien de ce qui a cessé ne cesse d'être autrement. Ça, depuis les origines de la littérature, parce qu'on commence avec les guerres, hein, on commence avec l'Iliade et l'Odyssée. On a Ovide qui relève en permanence et métamorphose. On a Shakespeare qui dit la chose dans La Tempête, c'est-à-dire que à propos de lorsqu'il y a eu un naufrage, ceux qui se lamentent sur la disparition d'un père
entendre comme message « Those are pearls that were his eyes ». Ça, ces yeux qui ont disparu sont devenus des perles. Vous dites la douleur reste vive, mais elle devient une compagne. On vit avec elle, on lui parle, elle vous parle. Notre finitude, c'est ça, plus d'une mort dans la vie. Et pourtant, on survit. On vit, on écrit, peut-être aussi pour survivre. Exactement. Enfin, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Écrire, on ne dit pas « je vais écrire ». Ça se fait, et ça se fait dans cette expérience à laquelle Proust participe si fort, justement, de la ruine. C'est-à-dire que nous sommes en train d'être ruinés incessants, et en même temps, jusqu'à la dernière porte, on relève. Nous relevons de la ruine. Nous sommes des relevés de la ruine. Jacques Derrida, dont vous fûtes l'ami si proche et avec lequel vous avez beaucoup travaillé, appelait, paraît-il, vos textes des olni, des objets littéraires non identifiés. Oui. Et pourtant, ce que vous évoquez nous concerne tous, parce que c'est l'amour, c'est le temps qui passe, le vieillissement, notre rapport aux autres, notre rapport à la mort. Absolument. Hein? Il y a des... D'ailleurs, la littérature ne parle que de ça. Et ne parle aussi que de choses communes à tous les êtres humains, c'est-à-dire du crime, de la faute, de la perte, du deuil, de la famille. Enfin, il n'y a pas autre... C'est toujours la même chose, mais rejouée avec une autre musique. Ce qui fait la différence, c'est que chaque fois, bien sûr, de même qu'on peut avoir 200 versions de Hamlet, on a 200 versions justement de la perte du père et de son retour, de la perte de la mère, et de l'assassinat, parce que l'assassinat est impliqué aussi dans la disparition. Et puis, lorsque Derrida utilisait cette expression, rigolote, c'était une façon de dire que ce que je fais produit des effets de surprise chez un lecteur qui n'est pas prévenu ou informé, pour des questions de forme. C'est-à-dire que là, effectivement, on entrerait dans la grande discussion sur qu'est-ce que c'est qu'un genre, et on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque Jean-Yves Tadier travaille sur le roman, il travaille sur un genre très particulier. Moi, par exemple, j'ai effacé le mot de roman des couvertures de mes livres depuis le début, parce que c'est trompeur. Je n'écris pas de roman, mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous écrivez? Ce que j'écris, c'est justement autre chose. Et vous dites, je suis pluriel, j'habite à plusieurs adresses, j'ai plusieurs mois à loger, je me visite diversement. J'ai été d'autres avec un S, plusieurs autres, sous mon nom, une autre. Oui, mais ça c'est la question du sujet, si vous voulez. Mais quant à la forme ou au genre, qui pour moi est principal, parce qu'il faut aussi trouver, justement, on a tous quelque chose à dire, mais il faut trouver avec quelle peinture, avec quel pinceau ça va se traduire. C'est la question du genre, pour moi, et peut-être aussi parce qu'enfant, j'étais déjà joycienne, elle a été déplacée, explosée depuis longtemps. Par contre, il faut dire que ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de genre, mais qu'un genre peut donner l'hospitalité à un autre genre. Par exemple, ce que je fais, moi, c'est une sorte de prose qui est en fait poésie, qui contient de la tragédie, de la comédie, des traces de philosophie. Il peut y avoir du sonnet en passant. Et ça, c'est essentiel de pouvoir le penser. Et c'est mal pensé. C'est mal pensé aussi parce que dans l'éducation qui est donnée et qui est vitale aux enfants depuis la petite enfance jusqu'au niveau de la recherche, on a du mal à penser ces questions-là, qui sont essentielles. Vous écrivez vraiment pour être lu, pour vous faire du bien? Mais bien sûr que j'ai écrit pour être lu. Mais d'abord, pour faire du bien, je ne me pose pas la question, c'est que je ne pourrais pas vivre. Pour vous faire du bien. Je ne peux pas vivre sans écrire. Donc, c'est pas que je me fais du bien, c'est que ça me maintient voilà, au-dessus de l'abîme. Mais bien sûr que je m'adresse aux gens. Mais je ne sais pas à qui. Je suis dans la même situation que tout le monde, que Stendhal, qui m'a toujours fait mourir de rire, à qui je dois tous les éclats de rire de ma vie, je les dois à Stendhal. Mais quand Stendhal est là, au bord de son livre, qu'il va taper à la porte de Montesquieu en lui disant « Bon, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que j'ai été... Et Montesquieu va lui dire « Bah, voilà. » Alors, ça vous fait rire. Vous avez peut-être raison. Et il attend son lecteur. Il attend son lecteur. Vous avez montré à plusieurs reprises qu'avec votre mère, qui est l'occupation de tous vos instants, vous êtes inséparables, hein, quelle est sa lucidité ou qu'elle la perde. Elle a 164 ans, vous avez touché du bois. Et c'est vrai qu'à travers elle, vous avez des pages exceptionnelles, terribles, sur le vieillissement. Georgia Fribourg a été bouleversé par cette page. Je vais la citer. Le travail du vieillissement est interminable. Le parchemin est chaque jour redévoré, retavelé, oxydé, rouillé. Le soir, je baise des croûtes de joues. Une étrange vie contraire broute l'épiderme, se hâte de kératiniser chaque millimètre de ce qui hier s'appelait peau
et devient cuir, moisi, tissu vérolé. Il y a quelqu'un dans le corps acculé qui ne se rend pas. Voilà. Quelqu'un ne se rend pas. Vous savez, il y a un exergue d'une très très belle nouvelle de Poe, qui est un faux d'ailleurs, mais enfin qu'importe, et qui dit que l'homme ne se rend à la mort que par une infirmité de sa volonté. Moi, je vois que ma mère ne se rend pas. Ça, c'est pas simplement une déclaration, c'est quelque chose qu'on peut vérifier millimètre à millimètre, seconde à seconde, avec des mutations incessantes. C'est-à-dire que la vie invente des transformations, des formes. Vous êtes surprise de la voir encore là près de vous. C'est pas seulement ça, c'est qu'elle est différente tous les jours. Le matin, le soir, c'est une autre. Charles Dantzig, il est déjà tellement difficile de choisir un livre parmi les centaines qui pleuvent, hein, comme ça, à l'aube de chaque saison. Vous dressez un monument à la gloire des chefs-d'œuvre. Chez les contemporains, il y a beaucoup de déchets. Mais pas plus que dans le passé, vous savez, ça c'est encore une question d'optimisme et de pessimisme vis-à-vis de la littérature. Il ne faut pas penser qu'on est inférieur au passé, on est en train de, comme le disait M. Tadier tout à l'heure, on est en train de créer des choses et nous ne sommes pas tout à fait en mesure de décider ce que nous faisons. Mais le temps d'auteurs qui inondent les médias, il y en a peu qui vont survivre. Écoutez, d'une certaine façon, c'est très bon signe. Je pourrais vous citer une lettre de Voltaire qui, vers 1750, écrivait à une amie « On publie trop, si on continue de publier autant, je cesse d'écrire ». Vous imaginez d'ailleurs Voltaire cessant d'écrire. Donc ça, c'est des choses. C'est aussi le signe d'une vitalité d'un pays. Vous savez, je ne suis pas sûr que, évidemment, on publie beaucoup, on publie probablement trop, mais c'est le signe que les gens veulent écrire et c'est mieux que pas. Oui. Mais il y en a quelques-uns, même parmi ceux qui sont considérés comme des classiques, que vous mettez un peu à l'écart. Jules Romain, Aragon, Zola, Dostoïevski, qu'est-ce qui vous en fait? Ça, c'est des choses, vous lisez trop la presse, Jean-Pierre, car Zola, par exemple... Je lis. Non, Zola, je le défends. Ça, c'est une chose qui a été dite dans La Croix, un grand journal chrétien qui trouve que je ne le suis pas assez. Mais pas du tout, je défends Zola, c'est pas vrai du tout. Et Jules Romain, je n'en parle pas. Donc, je ne crois pas à la notion de classicisme. Je crois que la notion de classicisme est une notion presque terroriste qui a été imposé pour nous intimider. Qu'est-ce que c'est que le classicisme? Par génération en génération. Voilà. Il y a toujours des terroristes. Est-ce que Marcel Proust est classique? Est-ce que plus ou moins classique que Jean Racine? Est-ce que Jean Racine est moins classique que Max Jacob? Qu'est-ce que ça veut dire? Céline, vous le destinez à la poubelle alors. Non, je ne le destine pas à la poubelle. Je pense qu'il y a une erreur de jugement littéraire ou de perspective littéraire vis-à-vis de Céline. Je crois que je suis le seul, jusqu'à ce que j'ai lu une interview de Tadier dans le magazine littéraire qui m'a soulagé, car moi, je n'attaque pas. J'attaque Céline littérairement. Si on me disait Céline est un écrivain comme Henri Béraud, un écrivain pamphlétaire de l'entre-deux-guerres qui a un talent énergique d'injures, d'invectives, très bien. Mais l'espèce de disproportion où on nous met Céline et Proust, je trouve que littérairement, c'est une erreur. Jean-Yves Sallier. Je partage entièrement cet avis, mais nous ne sommes pas nombreux. On est nombreux, mais on n'a pas la parole en général. Voilà. Et on se fait injurier, quand on dit, je vous assure que les blogueurs céliniens, c'est quelque chose. Il s'agit de plusieurs choses quand on parle de Céline. Laissons, bien qu'il ne faille pas le laisser, l'aspect politique, historique et les crimes verbaux commis par Céline. Mais il y a un beau livre qui est Le voyage au bout de la nuit, et puis un grand bavard. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a cessé de bavarder, et c'est une littérature que je n'aime pas. S'il faut trouver des formes prodigieusement inventives dans le même genre, je trouve qu'on devrait revenir à Sandra, par exemple, ou à Henry Miller, ou à d'autres grands écrivains qui, dans le domaine du langage, avaient poussé au moins aussi loin la recherche. La posture est telle que dans les entretiens avec le professeur Y, qui est un livre assez amusant d'ailleurs qui se passe en face de l'ancienne Bibliothèque nationale, Céline prétend avoir inventé ce qu'il appelle le style émotif. Et il était assez vantard, comme nous savons, et publicitaire, et donc il explique que ces points d'exclamation et ces points de suspension viennent de lui. Toute personne qui a un peu lu sait que tout ça vient de Jules Laforgue, par exemple. Donc il n'a même pas inventé ça. Et ça, on a affaire à de l'opinion, hein, et en permanence. À du sacré, ça, c'est oui. Alors, disons de l'opinion médiatiquement sacrée voilà. par les médias. C'est un Arrêtez de taper sur les médias. Non. Parce que ça devient un cliché. Et vous êtes dans un média pour le démolir. Ou alors pour encenser. Non, mais celui-là, écoutez, celui-là a un abri particulier qui dit déjà à quoi il appartient. Par exemple, aux étagères, à la bibliothèque, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des médias bibliothèques et des médias anti-bibliothèques. Voilà. Alors disons que je vais faire cette distinction. Voilà. Ici, on est en rapport avec de la bibliothèque, c'est essentiel. Et tout le monde ici a une bibliothèque intérieure, ce qui est indispensable. Alors nous avons un problème. Quand, par exemple, on parle de cette histoire ridicule, c'est le média sans bibliothèque, c'est-à-dire sans aucune culture, sans mémoire, sans lecture, sans tradition, sans respect, et qui
par ailleurs, est terriblement provincial, parce que ce sont des petites histoires, même pas françaises, c'est-à-dire parisiennes sur le mode le plus étroit. Moi, je voudrais quand même rappeler toujours, mais pas à nous ici, puisque je sais comment ici on lit, que la littérature, elle est nationale dans la mesure où elle s'écrit dans une langue, c'est-à-dire qu'elle s'abrite dans une langue, mais elle est mondiale. Universelle. Et elle est mondiale et elle n'a pas non plus d'âge. C'est-à-dire que Homère, c'est aujourd'hui, classique, c'est pour ça qu'on a un problème. Tout est toujours moderne, la littérature est toujours moderne, et donc tout ce qui nous vient de ces pseudo-concepts critiques nous encombre, et encombre d'ailleurs seulement Allez, on les gens qui ne lisent balaye, pas. Hélène Sixou. Exactement. Charles Dantzig. Écoutez, moi, quand j'ai écrit ce livre, la première chose que je me suis dit, c'est que je n'allais pas l'écrire, car je me suis intéressé dans ce livre à la notion de chef-d'œuvre en littérature. Et je me suis dit, voilà, tu vas avoir une bibliographie considérable, etc. Et ce qui, à ma grande surprise, non. Il y a des livres, des livres sur le chef-d'œuvre dans les beaux-arts, la photographie, le cinéma, autant que vous voudrez, et en littérature, pas. Ce qui est une chose très étonnante. Donc, mon livre est le premier, ça ne veut pas dire qu'il est bon, mais c'est le premier. Mais un chef-d'œuvre d'il y a 50 ans, il est... On le voit, chef-d'œuvre tout le temps. Non. Il a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Selon la société. Les chefs-d'œuvre, c'est comme des lustres qui s'éteignent. Vous savez, Hélène Sixou parlait de Shakespeare, mais nous savons tous très bien que Shakespeare s'est éteint pendant 100 ans. Il a été rallumé après. Parce tout chef-d'œuvre, dites-vous, est une rupture dans la monotonie de l'utile. Il nous protège de la médiocrité. Il s'oppose à la mentalité comptable du monde. Et Anne-Marie Moreau se demande souvent, mais selon quels critères on reconnaît un chef-d'œuvre littéraire? Eh bien, c'est la chose excessivement compliquée, c'est que je crois qu'il n'y a pas de critères et que ce par quoi peut-être on peut définir le chef-d'œuvre, c'est que c'est une œuvre tellement exceptionnelle qu'elle définit son propre critère. On ne peut pas juger Proust ou Joyce par rapport à précisément Jules Romain ou Françoise Sagan. C'est autre chose. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'une œuvre, je pense à celle de Proust, mélange tous les critères? Tu crées ces critères en les rassemblant tous Non, c'est ensemble. pas tout à fait vrai, parce que regardez, Racine est d'une simplicité, il ne mélange pas tous les critères. On ne peut pas dire ça, hein, je crois pas. C'est des questions de signature, c'est-à-dire que ceci n'a jamais encore été écrit de cette manière. Est-ce que pour la société, il doit être utile? Non, pas du tout. Enfin, il a eu l'utilité de l'inutile. Il a eu l'utilité de l'inutile. C'est qu'évidemment, qu'est-ce qu'on appelle l'utilité? Si c'est pour ça, le chef-d'œuvre, mais d'ailleurs la littérature en général, ne nous apprend rien pour la vie. Ça ne nous apprend pas à devenir. Il faut regarder du chef-d'œuvre son usage dans l'artisanat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de noble dans le chef-d'œuvre, c'est-à-dire le travail. Le travail. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas que ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans le chef-d'œuvre. Il y a effectivement, le mot le dit, cette origine artisanale, puisque chef-d'œuvre, c'était l'œuvre que devait faire l'artisan pour devenir compagnon. Et comme on a compris qu'il n'y avait pas que ça, il y a une autre interprétation qui est le sacré. C'est-à-dire, ou bien c'est juste du travail, ou bien c'est juste, je suis le réceptacle d'une parole sacrée, et l'écrivain est une pythie sur son trépied qui transmet quelque chose. Mais est-ce que c'est un livre parfait, le chef-d'œuvre? Non, et je crois justement que... C'est l'imperfection qui lui donne son humanité. Je crois que l'imperfection lui son donne universalité. Son ouais. je donne dans mon livre l'exemple d'un roman que je trouve peut-être le plus beau roman de Pasolini, qui est Théorème. Je ne parle pas de son film, mais du roman, qui est un livre merveilleux, car Pasolini a eu l'idée de faire un roman muet. C'est-à-dire, aucun des personnages ne parle, il n'y a jamais deux points, ouvrez les guillemets, et personne ne parle. Ce qui donne, d'après moi, à ce livre l'aspect d'une fresque de Piero de la Francesca, vraiment une peinture. Eh bien, c'est le livre avec des pages blanches. Alors qu'il a ce projet-là, Pasolini, tout d'un coup, oublie son projet et il y a deux personnages qui parlent. Eh bien, c'est cette toute petite imperfection qui fait que le chef-d'œuvre est humain et qui n'est pas loin de nous. C'est pas un objet divin. Et aujourd'hui, on a l'impression, à lire certains critiques, qu'il y a des chefs-d'œuvre à profusion, presque chaque semaine. Oui, surtout en matière de cinéma. Vous avez remarqué, je trouve que les critiques de cinéma sont... Il y a 4 chefs-d'œuvre par semaine. En littérature, ils sont plus chipoteurs. Vous dites que Baudelaire vous a sauvé la vie. Baudelaire m'a sauvé la vie car quand j'avais 11 ans, j'ai recopié la vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, des soleils marins, etc., les soleils marins. Et je l'avais recopié au dos d'un poster que j'avais punaisé dans un placard. Et je le lisais chaque fois que j'ouvrais la porte du placard. Et j'ouvrais la porte du placard pour le lire. Et j'avais l'impression que Baudelaire l'avait écrit pour moi et pour moi seul. Et je crois que c'est ça aussi la littérature. Et c'était vrai. Le Dantzig de 2070, est-ce qu'il ira de la même manière, le Dantzig, ou encore, est-ce qu'il ira encore le Dantzig 2013? Non, probablement, car je suis changeant comme tout le monde et moi-même j'ai des rapports compliqués avec certains écrivains que j'ai plus ou moins aimés, mais ce que je sais, c'est que j'ai une dette envers eux et ça ne changera pas. C'est la manière de leur rendre une forme de gratitude. Je leur dois, oui, c'est ça, c'est une dette de gratitude, je leur dois tout, c'est des gens qui nous sauvent la vie, qui nous permettent de vivre, on est tous autant que nous sommes ici autour de cette table, je crois que nous avons un défaut
fragilité probablement ou de nous intéresser en tout cas à des choses un peu trop délicates par rapport à l'ensemble de la société. Et ces choses, les chefs-d'œuvre sont nos armures. Mais vous ne dites pas, il faut que j'écrive un chef-d'œuvre. D'ailleurs, on n'écrit pas un sur commande. Non, c'est ça. Ça, c'est une question intéressante. Faut-il avoir l'intention d'écrire un chef-d'œuvre pour l'écrire? Est-ce que ceux qui ont écrit des chefs-d'œuvre savaient qu'ils écrivaient un chef-d'œuvre? Oui, je dirais qu'en tout cas, pour quelqu'un comme Proust, le fait qu'il ait pu supporter d'être l'auteur le plus refusé de Paris sans jamais une plainte ni se décourager montrait qu'il était absolument confiant. De même, Joyce, convaincu que toutes les femmes du monde devaient lui verser une mensualité, ou d'ailleurs Valérie, parce qu'on se devait d'entretenir le génie, il savait aussi ce qu'il était. Je crois qu'ils savent toujours ce qu'ils sont, sans prétention, sans vanité, mais avec cette forme de volonté d'être. Pardon, mais il y a d'autres picassiettes qui croient être des génies et qui n'en sont pas. C'est une autre question. Il ne suffit pas de demander de l'argent pour être un génie. Voilà, c'est ça. Ouais, puisque vous dites aussi que lire des chefs-d'œuvre peut nous transformer aussi en chef-d'œuvre, que ce soit un poème, un film, une musique. Je crois que c'est une expérience intime que nous avons tous, c'est que quand nous lisons un chef-d'œuvre, nous devenons ce chef-d'œuvre. C'est-à-dire que quand je lis Proust, je deviens La Recherche du temps perdu. Illusoirement peut-être, mais je deviens ça. Et non seulement je deviens Robert de Saint-Loup, Palamède, Françoise, je deviens aussi les vagues qu'il décrit, mais je deviens aussi Proust à ce moment. C'est là le danger aussi, parce qu'il y a un moment où, comme Proust a dit d'ailleurs, l'amour doit se changer en volonté de détruire pour pouvoir se faire sa place. Je peux m'engueuler avec Proust, vous savez. Je pense que cette expérience, elle est primitive. Moi, je reconnais, je suis très contente de ne pas avoir oublié mon premier essai d'écriture, parce que c'était l'erreur même. Et je suis ravie d'avoir fait cette erreur. J'étais extrêmement jeune, je ne pensais que... Depuis la mort de mon père, justement, j'étais vers l'écriture. Et j'ai fait un acte au fond de fraude. J'ai commis une faute, je devais avoir 13-14 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, parce que je voulais me donner à moi-même la littérature, mais j'avais rien. Voilà. Et j'ai pris un modèle. Voilà. Qui était ? C'était les Confessions de Rousseau. Et heureusement, au bout de 2 pages, j'ai vu, comme ça, comme dans un miroir, à quel point il ne peut pas y avoir de modèle. Il ne peut y avoir justement que l'aventure, l'inconnu absolu. Alors, il donne assez gros. Mais ça, c'est ce qu'a vécu Proust avec les pastiches. Mais attention, les pastiches, ça, pour moi, ça reste un mystère. Ah non, mais qui vous a fasciné pour vous faire entrer, vous aussi, je ne dis pas en littérature, mais en tout cas dans l'écriture? Vous, Donatien Gros. Le livre est un peu un monstre, si vous voulez, parce que, disons que on pourrait dire de manière un peu horrible que c'est l'enfant adultérin et vraiment monstrueux de George Steiner, Marc Fumaroli et Bernard-Henri Lévy. Donc c'est un monstre. Vous avez d'un côté mon obsession que j'ai eu la chance... J'allais vous faire taper dessus 3 fois. Oui, je sais, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Mais non, mais si vous voulez, il y a l'obsession, j'ai la chance de connaître les 3. Et si vous voulez, vous avez d'un côté, c'est ma réponse aux 3 d'une certaine manière, parce que à travers ça, la question de qu'est-ce que la fiction et comment la fiction joue-t-elle son rapport au monde et comment l'existence joue-t-elle son rapport à l'œuvre, si vous voulez, c'est une question que Marc Fumaroli et George Steiner sont posées en permanence par la philologie, et c'est une question que Bernard-Henri Lévy s'est posée en permanence en mettant en évidence la vie plutôt que l'œuvre. Les 2 invités de Bibliothèque Médicis. Évidemment, vous savez... Allez. Non, mais... Hélène Sixou et Jean-Yves Tadier sont 2 de mes immenses icônes. C'est évident. Je parlais tout à l'heure, si j'ai rendu hommage à Proust et le roman, c'est que c'est radicalement le meilleur livre jamais écrit sur Proust. Qui est le grand livre de Jean-Yves Tadier, publié en 1971, qui aujourd'hui... Vous voyez la responsabilité que vous avez, M. Tadier. Oui, ça c'est le danger des livres, effectivement. C'est con que on ne sait pas. Et Hélène Sixou, évidemment, quand je disais tout à l'heure que Abstract et Brève Chronique du Temps était une entreprise proustienne, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette question de l'ouverture à l'autre, et qui rejoint un autre terme dont on a un petit peu parlé, dont on n'a pas vraiment parlé, c'est la question du style.
Vous savez, le concept proustien et l'expression des anneaux nécessaires d'un beau style, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il tape sur Sainte-Beuve. Parce que Sainte-Beuve a l'idée, mais il n'a pas le style. Ce qui rejoint ce que vous disiez, Charles Dantzig, tout à l'heure, sur le fait que c'est pas un grand écrivain. Oui, parce qu'il n'a pas de style. Il a toutes les idées, mais il n'a pas le style. C'est pas écrire. Qu'est-ce qui Enfin, marche? c'est pas, pardon, je crois pas. Enfin, la question de style nous prendrait toute une émission, mais je suis pas si sûr que ça soit ça le nœud. C'est plutôt la forme. C'est-à-dire que Proust, le style, c'est un peu une notion un peu décorative comme ça. Et Proust cherche à donner une forme, et la complication de Sainte-Beuve, c'est qu'il écrivait tous les lundis dans un journal 15 000 signes, et c'est très compliqué de donner une forme. C'est très compliqué de donner une forme. Pas forcément, parce qu'au même moment, il avait une œuvre littéraire qui était extrêmement avant. Enfin, Très mince en grande quantité, non, je veux dire. Non, Vie, poésie et pensée de Joseph Delhomme, c'est un très grand livre. C'est l'un des premiers livres en 1826 où quelqu'un fait une autobiographie par la vie, la poésie et les pensées. Port-Royal, c'est une des plus grandes épopées du 19e siècle. Donc évidemment, il y a les causeries du lundi qui est ce qui est resté, parce que c'est le monument de la critique littéraire du Second Empire et de la Troisième République. Mais quand même, l'œuvre littéraire, c'est l'une des sources de Baudelaire, tout de même. Le style, attention, parce que, bon, quel est le style de Joyce? Mais je suis d'accord. Avec Joyce, Non, on est mais sorti de la Dantzig question a du eu style. raison tout à l'heure en disant qu'on pourrait consacrer toute l'émission au style. Alors, on la fera peut-être une autre fois. C'est Bruno Frappa dans La Croix. Vous critiquez La Croix, mais là, Frappa, qui se demande à votre propos si en 10 vies, quelqu'un pourrait lire autant que vous. Mais peut-être il connaissait moins bien Jean-Yves Tadier et Hélène Sixou. Comme si vous aviez un rejet de l'existence ordinaire. Et il ajoute, c'est un aristocrate des mots, il est gentil, hein, un prince de la phrase, un chevalier au service du seul royaume qui vaille la peine d'être défendu, la littérature. Ben, il est très gentil de dire ça, mais je ne crois pas que... Vous savez, c'est une chose qu'on me pose souvent, je ne crois pas que la littérature soit contre la vie. Les gens ne comprennent pas ça. C'est une chose qui est dans la vie, mais différemment de la vie. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, nous serions des aristocrates et des esthètes, des mots très flatteurs pour nous, mais parce que nous aimons la littérature? Couper la réalité, couper les autres de votre société. Oui, mais, nous ne sommes pas des mais rossignols vous dans revenez une cage tous dorée. à Proust, comme dirait Donatien Gros, qui disait « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie qui par conséquent est réellement vécue, c'est la littérature. » Il a tort, ça n'est pas la vraie vie, c'est un aussi élément la de vie. la vie. Voilà pour une fois que Proust est tort. Est-ce qu'il faut vivre avec la passion et l'obsession des chefs-d'œuvre, Jean-Yves Tadier? C'est dangereux. Je dirais même que c'est paralysant. Alain disait écrire, c'est renoncer au génie. C'est dire la phrase qui m'a sauvé, parce que dans ma jeunesse, je pensais qu'il fallait écrire comme Mallarmé ou Proust, et donc je n'arrivais pas à écrire. Le jour où j'ai lu cette phrase, j'ai pu enfin écrire. Non, la grâce est donnée par surcroît, en quelque sorte. Ce qu'il faut vouloir, à mon avis, c'est la thèse que je défends dans ce livre sur le roman, c'est d'écrire un roman qui soit une totalité. Proust, c'est pas quelqu'un qui parle de moi ou de soi, c'est quelqu'un qui parle de 500 personnages et de tous les aspects du monde. Et de lui avec eux. Voilà, de sa naissance, dans son évanouissement et dans sa résurrection dans l'œuvre d'art. Le même Balzac, c'est quelqu'un qui... Balzac, vous ne savez pas où il est. Il a renoncé à lui-même, et en ce sens, écrire, c'est à la fois renoncer au chef-d'œuvre médusant, paralysant, et renoncer à soi. Mais c'est une époque où il y avait des personnages. Mais pourquoi n'y en aurait-il pas aujourd'hui? Ah non, mais on en voit de moins en moins. Ah non, ça je pense justement que c'est simplement la façon dont on typifie le personnage qui a changé. Les personnages sont là. Comment ne seraient-ils pas là? Mais ce sont des personnages qui jouent des personnages qui sont fragmentés. Ou des auteurs qui jouent des personnages. Absolument. La littérature, elle commence, moi je crois, parce qu'il faut pouvoir se N'oublions dire pas ce que le genre de... roman n'est pas simplement français. En Angleterre, aux États-Unis. Et vous dites bien dans le livre que le roman racontait à un moment des villes, des villages, avec une capitale de la culture qui était à l'époque Paris, avec ses salons, ses théâtres, et qui touchait une élite, et peut-être parfois plus qu'une élite, et puis ensuite qu'ont surgi des villes comme Londres, New York, Shanghai, aujourd'hui. Ils ont produit de superbes romans, chacune d'ailleurs. Et la grande histoire, enfin ce qu'on appelle la grande histoire, est-ce qu'un romancier peut combler les vides de l'histoire et prendre le risque de mélanger à ce propos le réel et la fiction? Il faut noter que ça s'est toujours fait dès l'Antiquité grecque et même dès l'Antiquité mésopotamienne. Il y a eu un besoin d'histoire chez le romancier, soit par faiblesse d'invention, soit parce qu'il voulait purger un sentiment de culpabilité. On peut explorer une période parce qu'on se sent coupable à son égard ou parce qu'on veut prendre sa revanche. Je citais les hommes dans les chansons parlant des martyrs des protestants sous Louis XIV, et on peut parler aussi des romans des camps d'extermination. Il y a une volonté du romancier aussi d'aller directement vers des périodes qui l'obsèdent. Et c'est un mouvement passionnant
qui n'est pas simplement donc une faiblesse. Et qui est contemporain aussi. Nous avons besoin de récupérer notre passé, constamment. Mais alors, en même temps, il y a un danger. Vous ne trouvez pas qu'il y a un danger avec ça, cette espèce d'obsession du sujet qui est revenue, où tout d'un coup, des tas de romanciers vont vers un sujet, et ce sujet est tellement évident. Vous pensez à qui? À quoi? Je ne sais pas, Jonathan Little, par exemple, que moi, je n'ai pas trouvé un très bon roman. Quelle est cette espèce d'obsession d'entrer dans la porte qui est en face de nous, au milieu, de l'ouvrir grand pour voir les choses que tout le monde voit? Il y a aussi le style. Nous n'en parlerons pas, mais chacun Mais heureusement qu'il y a cette profusion de témoignages qui sont indispensables et qui l'ont été avec David Rousset il y a longtemps. Ah, mais là, c'est pas un témoignage, je parle d'un roman. Je dis tel est un roman. Oui, ou Daniel Mendelssohn. Ah, mais ça, bien sûr. Mais il n'y a pas de texte littéraire qui soit vide d'époques, d'archives, de mémoires, d'événements. Je ne peux même pas imaginer, par exemple, une œuvre littéraire qui ne soit pas traversée par des guerres. Ou par des crises économiques. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, parce qu'on parle de roman, là, quand on parle de poésie, c'est pas les guerres dans Mallarmé sont plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de quel. Donatien Gaulle. Peut-être. Mais ce qui est intéressant dans la phase, c'est que quand Aristote, la fameuse phrase d'Aristote qui a été reprise par Schopenhauer, reprise ensuite par Proust, disant que la fiction est plus véridique que l'histoire. C'est tout de même intéressant, et c'est dans la poétique. Il parle de la poésie tragique. Et c'est une phrase qui à la fois indexe le rapport au roman, mais aussi le rapport à toute forme narrative. Vous savez qu'il y en a une traduction très touchante faite par Jean Racine quand il avait 14 ans. Il l'a traduit du grec et c'est dans une marge. Et c'est le plus grand tragédien français qui dit ça. Mais qui était aussi très proche de l'histoire. Enfin, parce qu'aujourd'hui, l'époque ne flirte pas trop, ou ne flirte pas avec l'intériorité. Mais c'est le contraire, Jean-Pierre, elle flirte avec l'extériorité en permanence et de plus en plus, je crois. Sauf que l'extériorité est devenue l'intériorité. Oui, c'est pas ce qu'on ressent. Ça ne peut pas être des questions de quantité, ce sont des questions de qualité. Voilà. C'est-à-dire que si on... D'abord, je pense que nous sommes des êtres intérieurs, Dieu soit loué, sauf que la descente dans les profondeurs, qui est opérée par exemple en permanence par Kafka, c'est-à-dire que rien de ce qui paraît être en surface n'est autrement que comme une exploration des profondeurs. Comment fait-on? Avec quels instruments? On a eu la psychanalyse comme supplément à ce que la littérature avait déjà apporté, mais on n'en a jamais assez. Oui, est-ce que j'ai commencé à me connaître? Il y a tout de même, évidemment, et toujours plusieurs formes de romans à chaque époque. C'est pourquoi ils répondent à toutes les questions si on les met tous ensemble. Il y a effectivement des romans du moi, de l'autofiction, comme on dit, et puis il y a aussi des romans d'histoire, des romans qui emploient la politique, il y a des romans qui emploient le terrorisme. Qu'est-ce qui manque à la littérature d'aujourd'hui? Rien, je crois, si vous mettez... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il manque certains types de personnages. Je crois que le roman et la fiction, il y a une forme d'impérialisme qui consiste à conquérir des choses à la vie. Par exemple, Jean Genet est, je crois, le premier à avoir annexé au roman les travestis. Eh bien, moi, je voudrais écrire un roman où il y aurait une drag queen. Il n'y a pas de drag queen, pourquoi? Il y en avait déjà dans Shakespeare. Hein. Des travestis? Ah oui. Oui, mais les personnages étaient travestis. À mon avis, il ne manque rien si nous considérons toute la planète. Si vous lisez des romans américains, des romans anglais, des romans russes, vous ne manquez de rien. Mais je pense de bout à bout, vous guérissez l'un par l'autre. Oui, mais il y a quand même une question qui se pose, qui traverse un petit peu tout ce qui a été dit, c'est la question de la fiction et de la nécessité de repenser la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant toute une période, et c'est aussi un peu la question que se pose Proust, la fiction a été... Il y avait des fictions partout. Le monde n'était pas considéré comme connu. Et maintenant, on est dans un monde où il est à la fois considéré comme connu et totalement inconnu. Donc, si vous voulez, la littérature, à ce moment-là, doit se demander, est-ce que ce qui est connu, ce qui est inconnu, c'est l'intériorité, c'est le tréfonds du moi? Ou alors, est-ce qu'on peut inventer des mondes? Et peut-on encore inventer des mondes? Si vous voulez, Mais votre réponse, c'est? Oui. Ma question, si vous voulez, la littérature comme l'avant-garde, c'est un de mes amis qui est un artiste qui s'appelle Simon Fujiwara, qui a une exposition à la tête, dit « Art is a deadly serious joke ». L'art est une blague terriblement sérieuse. Si vous voulez, la littérature et la fiction, c'est exactement la même chose. Vous savez que c'est pas du réel, vous savez que c'est une partie qui n'est pas dedans, qui est dedans sans être dedans, mais il faut continuer. Jean-Yves Tadier, la place et le rôle du romancier ont changé dans la société. Vous dites qu'il n'est plus à l'ère de l'engagement, mais à l'ère de la responsabilité. Oui. Et comment on peut être responsable si on n'agit pas, si on ne s'engage pas, en dehors des pétitions? Tout le monde s'engage d'une façon ou d'une autre, même en ne s'engageant pas. Une façon de ne pas parler est encore un choix, bien entendu.
Et une responsabilité, oui, tout à fait. Chaque écrivain, si on prend les œuvres du passé, a été responsable de son attitude pendant la guerre de 14 ou pendant la guerre de 39-45, par exemple. Les gens qui ont refusé de publier sur l'occupation allemande, je les estime plus que ceux qui ont fait jouer leurs pièces avec la censure. Vous qui jugez avec une telle autorité les romans, pourquoi vous n'en avez jamais écrit ou publié ? Bien, j'ai essayé, comme beaucoup de professeurs, tout professeur a un roman caché dans son tiroir, sauf que le mien a 1 page et demie. J'ai quelques dons, mais les faits ne m'ont pas donné celui de la fabulation. Je ne sais pas inventer. Mais c'est intéressant parce qu'on peut totalement lire votre livre sur le lac inconnu comme un autoportrait, du début à la fin. Le livre que vous avez consacré à Freud et Proust, qui est thème par thème un autoportrait. Donc qui est un autoportrait par la critique, en fait. Mais pourtant, mon regretté ami Pontalis a refusé de le mettre dans la collection l'un et l'autre en me disant « il n'est jamais question de vous ». Vous allez publier sans doute la suite de L'Os, et vous les faites précéder, comme vous le dites, les pétales que vous offrez à vos lisants. Vous n'appelez pas les lecteurs, mais les lisants, parce que celui qui lit est en action. C'est ça ? Oui, oui, oui. Et vous, Jean-Yves Tadier, vous rêvez d'une révolution littéraire. Vous dites le romancier s'empare de l'actualité, il l'assimile, il la transforme, il la rend inactuelle, tandis que le roman demeure toujours actuel dans son inactualité. Est-ce qu'on aura toujours besoin de romanciers ? Oui, alors ça c'est vraiment un besoin humain. Les hommes et les femmes ont toujours eu besoin de fiction. Les enfants ont besoin de se raconter. Le mot de fiction. Et donc, cette fiction incarnée dans le langage, c'est ce que nous appelons roman, et c'est un besoin aussi fort que le désir sexuel. Parce que le roman s'éteindra comme la tragédie en 5 actes. Alors, on dit comment ? Mais parlons justement de littérature. Voilà. On aura toujours besoin de littérature. Mais comme de respirer, de manger, de dormir, de rêver. Oui, mais si le roman raconte une histoire, c'est pour ça que je parle de roman, on ne va pas discuter des mots, bien sûr. Voilà, nous avons Non, mais de rêve, de fiction, d'histoire. Mais je suis d'accord avec Charles Antique, parce que c'est très intéressant. Parce que votre lecture du roman dans Proust et le roman a un impact sur votre lecture du roman en général. C'est-à-dire que vous êtes proustien dans votre lecture du roman. L'argument de Proust et le roman, c'est Proust dit que son œuvre, on a dit que c'était beaucoup de choses, était un roman, donc c'est un roman. Et donc... La question, elle est posée à chacun de vous. Est-ce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un qui raconte des histoires et qui fait de la fiction ? Mais évidemment. On aura évidemment Mais toujours sûr. besoin de la fiction et de la littérature. Depuis l'assiette de soupe de quand on avait 2 ans, et qu'on ne mangeait que si la grand-mère racontait une histoire, jusqu'à la dernière assiette de soupe quand on avait 102 ans, on a besoin que l'on vous raconte l'histoire de l'humanité. Même si on n'écrit pas forcément des chefs-d'œuvre. Hein ? Oui, un mot ? Non, mais oui, un mot. Hein ? Dans l'art contemporain, il y a beaucoup d'artistes en ce moment qui reviennent au fait de raconter des histoires. Donc si l'art contemporain, qui est dans l'extrême contemporain, le fait, ça veut dire qu'Anne Sixou a raison. Est-ce que je peux dire une chose, c'est que prenons ce roman du roman par excellence, etc., qu'est la recherche. À l'intérieur de la recherche, vous avez aussi tous les genres. Et moi, par exemple, certains des passages que j'adore, qui me font mourir, vraiment de rire, comme dans La Stendhal. littérature vous fait rire beaucoup. Ce Hein, sont les... Bien sûr. ouais. Bien sûr. Allez, vite, on finit. Mais ce sont les rêves, les Voilà. moments de Mais rêve. le génie fait rire. Vous mais savez, c'est- le passage de Madame de Sainte-Verte avec les valets de pied qui dure 2 pages où il décrit un Allez. valet de pied comme dans un tableau de En montagne, tout ça cas, fait rire parce que c'est du talent. c'est une invitation à la lecture. Et c'est bien que vous tous, phares reconnus à des places différentes de la littérature, vous confiez à Bibliothèque Médicis que, peut-être pas le roman, mais la fiction, le goût de raconter des histoires n'est pas mort, bien au contraire. Il a l'avenir devant lui et l'influence qui va avec. Merci à vous tous et à bientôt.